Et si je vous disais que le 30 juin prochain, votre épargne, vos investissements et peut-être même votre sécurité financière pourraient disparaître sans que personne ne vous ait prévenu? Ce que vous allez découvrir va tout changer. Il y a quelques jours, en marchant dans les rues calmes de Bordeaux, j'ai croisé un homme d'une soixantaine d'années, assis seul sur un banc. Il tenait une vieille montre dans ses mains et la regardait fixement. Je m'approche par curiosité et il me dit « Il ne me reste que le temps. Tout le reste a disparu. » Je lui demande ce qu'il veut dire. Il répond simplement « Le 30 juin, tout s'est effondré. » Puis il se lève et s'en va, laissant derrière lui cette phrase suspendue comme une énigme. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'y penser. Pourquoi le 30 juin? Qu'est-ce que cet homme a perdu? Et pourquoi m'a-t-il parlé comme si le futur était déjà arrivé? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie farfelue, ni un scénario de film catastrophe. C'est un conte à rebours bien réel. Il a déjà commencé. Et vous n'avez peut-être que quelques semaines pour agir avant que tout ne bascule. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre façon de voir l'économie, la monnaie et vos propres investissements. Laissez-moi vous poser une question simple. Que feriez-vous si vous saviez, avec presque certitude, que dans 3 mois, le monde tel que vous le connaissez aujourd'hui, vos placements, vos économies, la valeur de votre maison, de votre entreprise, pourrait s'effondrer en quelques jours? Vous pourriez penser que j'exagère, que c'est impossible. Après tout, les marchés sont stables, la presse rassure, la bourse monte. Mais croyez-moi, les vraies tempêtes n'annoncent jamais leur arrivée par un bulletin météo. Aujourd'hui, les États-Unis, le cœur du système financier mondial, sont sur le point d'affronter un mur de dette. Un mur si grand qu'il fait pâlir les crises précédentes. 6 500 milliards de dollars. Une somme astronomique que Washington devra rembourser avant la fin du mois de juin. Et voici le problème. Ils n'ont plus l'argent, plus assez pour couvrir cette montagne. Et surtout, les taux d'intérêt auxquels ils peuvent emprunter sont désormais si élevés que chaque dollar emprunté est un piège. En clair, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est comment la première puissance mondiale est en train de se diriger droit vers un précipice, et comment cette chute pourrait emporter avec elle votre épargne, vos investissements, vos projets. Oui, même ici, en France. Le plus troublant, c'est que ce scénario n'a rien d'improvisé. Il est même orchestré. Car dans chaque crise, il y a des perdants et des gagnants. Et ceux qui savent ce qui se trame en coulisses se préparent déjà à acheter à prix cassé ce que d'autres seront obligés de vendre dans la panique. Alors je vous pose une autre question. De quel côté serez-vous? Avant d'aller plus loin, si ce que vous entendez vous parle, si cette vidéo vous semble importante, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me permettra de continuer à creuser ces sujets complexes, à vous fournir des analyses puissantes, honnêtes et sans filtre. Chaque abonnement est un encouragement direct à poursuivre ce travail de fond. Et maintenant, pour aller plus loin dans votre réflexion, je vous propose une question qui mérite d'être posée. Répondez simplement par A ou B dans les commentaires. Question pour vous. Si vous deviez choisir une seule option aujourd'hui pour protéger votre patrimoine dans les 3 mois à venir, que feriez-vous? A. Je garde tout tel quel. Les crises passent, les marchés remontent toujours. B. Je m'informe, je me prépare, je commence à repositionner mes actifs stratégiquement. Écrivez A ou B dans les commentaires et surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir ensuite pourrait bien faire toute la différence entre une perte irréversible et une opportunité unique. Il y a quelques années, j'ai participé à une conférence économique à Lyon. Ce jour-là, un économiste franco-suisse s'est levé et a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Les États-Unis vivent sur du crédit, mais c'est nous qui payons la facture. À l'époque, cela m'avait fait sourire. Je pensais qu'il exagérait, qu'il cherchait juste à provoquer. Mais aujourd'hui, je comprends à quel point il avait raison. Parce que ce que peu de gens réalisent, c'est que le système financier américain repose sur un château de cartes, construit sur une montagne de dettes, et que cette montagne commence à trembler. Pendant la pandémie, alors que le monde entier se confinait, les États-Unis ont ouvert les vannes monétaires.
Des milliards, puis des milliers de milliards de dollars ont été injectés dans l'économie pour maintenir à flot entreprises, ménages, marchés financiers. Mais ce que l'on vous a peu dit, c'est que cette injection massive s'est faite à crédit. Un crédit que Washington devait rembourser à des taux quasiment nuls. Une situation en apparence idéale. Emprunter sans payer d'intérêt, c'est comme vivre dans une maison luxueuse sans loyer. Mais tout le monde sait que ce genre de privilège a une date d'expiration. Et cette date approche. Aujourd'hui, les États-Unis doivent rembourser un peu plus de 6 500 milliards de dollars. C'est la somme gigantesque qu'ils ont contractée pendant la crise sanitaire à travers des obligations d'État. Jusque-là, le plan était simple. À mesure que les dettes arrivaient à échéance, ils empruntaient à nouveau pour les rembourser, toujours à taux bas. Mais le monde a changé. La fête est terminée. Les taux d'intérêt ont explosé. Ils ne sont plus à 0%, mais à 4,5%. Et cette différence, sur des montants aussi astronomiques, est une catastrophe mathématique. Imaginez que vous soyez une entreprise à Paris, avec une dette de 10 millions d'euros contractée à 0% d'intérêt. Vous vous êtes développé, vous avez investi, tout allait bien. Sauf qu'aujourd'hui, vous devez rembourser et vous n'avez pas les fonds. Vous devez emprunter à nouveau, mais à 4,5%. Sur 5 ans, cette différence représente des centaines de milliers d'euros d'intérêts supplémentaires. Ce n'est plus une question de croissance ou de stratégie, c'est une question de survie. Eh bien, c'est exactement ce que vit aujourd'hui le Trésor américain. En pire. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a plus de marge. Les caisses sont vides. Le gouvernement américain, littéralement, n'a plus de liquidité. La seule solution qui lui reste, c'est d'émettre de nouvelles obligations, mais à un taux bien plus élevé. Ce qui revient à dire, pour rembourser les anciens emprunts sans intérêt, ils doivent contracter des emprunts à très haut coût. C'est comme si un malade cardiaque devait faire un marathon pour aller chercher ses médicaments. C'est absurde, mais c'est la seule option. Le danger, c'est que tout cela repose sur la confiance. La confiance que les investisseurs ont dans la capacité des États-Unis à rembourser. Pendant des décennies, cette confiance était absolue. Acheter des obligations américaines, c'était comme déposer son argent dans un coffre-fort. Mais cette image est en train de se fissurer. Car plus les taux augmentent, plus le risque augmente aussi. Et quand le risque augmente, les investisseurs deviennent nerveux. Ils commencent à vendre. Et quand tout le monde vend, les prix chutent. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Moins les obligations américaines ont de valeur, plus les banques qui les détiennent voient leur bilan se dégrader. Certaines sont déjà fragiles. D'autres pourraient suivre. Et pendant ce temps, les États-Unis continuent d'avoir besoin de liquidités. Ils impriment, ils empruntent, mais à chaque cycle, le coût devient insoutenable. Et surtout, la planète commence à se lasser de financer ce système. J'ai parlé récemment avec un ancien trader de Genève, aujourd'hui à la retraite. Il m'a dit, tu sais, avant, quand les États-Unis lançaient une émission obligataire, on se battait pour y participer. Aujourd'hui, on hésite. Cette hésitation est nouvelle. Elle est silencieuse, mais elle est réelle. Et elle annonce peut-être la fin d'un cycle. Parce que si demain, plus personne ne veut prêter aux États-Unis, que se passera-t-il? Ils devront soit déclarer un défaut partiel, impensable sur le plan géopolitique, soit recourir à la seule arme qui leur reste, la planche à billets. Mais cette fois, dans un contexte de taux élevés, d'endettement massif et de méfiance croissante, cette solution pourrait faire plus de mal que de bien. C'est pour cela que la dette américaine, autrefois perçue comme un pilier de stabilité, est aujourd'hui une menace. Et cette menace ne concerne pas seulement Wall Street. Elle concerne vos fonds en euros, vos assurances-vie, vos ETF, vos retraites. Elle concerne toute la structure sur laquelle repose la confiance globale dans la monnaie et dans les actifs financiers. Quand j'y pense, je me rappelle cette phrase d'un vieux banquier que j'ai rencontré à Marseille. Ce n'est pas quand la mer est calme qu'on voit qui nage nu. Nous vivons encore dans une illusion de calme. Mais la marée baisse. Et ce que nous allons découvrir sous l'eau risque de choquer plus d'un investisseur. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Pas pour vous faire peur, mais pour vous faire voir. Pour vous faire comprendre que ce qui semble lointain, abstrait, américain,
est en réalité intimement lié à votre quotidien. Et que si vous attendez que tout cela fasse la une des journaux, il sera probablement trop tard. Le compte à rebours est lancé. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment cette instabilité américaine pourrait se transformer en une onde de choc mondial. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité financière. Je me souviens encore de ce matin étrange où, en consultant les actualités financières depuis ma cuisine, j'ai lu que la Banque centrale du Japon avait discrètement allégé ses réserves en bons du Trésor américain. Quelques lignes, à peine une brève. Mais dans le monde de la finance, ce genre de geste, s'il est passé sous silence, résonne comme un grondement lointain annonçant une avalanche. Ce n'était pas une décision isolée. La Chine, elle aussi, avait commencé depuis plusieurs mois à vendre ses obligations américaines. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que lorsque les deux plus grands créanciers de l'Amérique quittent silencieusement le navire, cela signifie que le navire lui-même commence à prendre l'eau. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est plus seulement une affaire de dette ou de taux d'intérêt, c'est une question de confiance systémique. Quand les institutions financières, les États, les banques centrales commencent à remettre en question la valeur des obligations américaines, ce n'est pas un marché qui vacille, c'est l'architecture financière mondiale qui se fissure. Le système entier repose sur un équilibre fragile. Les États-Unis empruntent, le monde les finance, et tout le monde y trouve son compte. Mais que se passe-t-il quand le monde décide qu'il n'a plus confiance? Quand la valeur d'un actif supposé être sans risque commence à décliner? Ce n'est pas seulement l'Amérique qui est en danger, c'est l'ensemble des institutions qui détiennent ces obligations, les banques, les assurances, les fonds de retraite, qui voient leur bilan se dégrader à vue d'œil. Et cela, je l'ai vécu de l'intérieur. En 2023, un ami proche travaillait dans une banque d'investissement en Suisse. Lors d'un déjeuner à Genève, il m'a confié que leur service de gestion d'actifs avait commencé à liquider des positions sur des obligations américaines de long terme. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a regardé, puis m'a dit doucement « Parce qu'on ne peut plus couvrir le risque ». Ce qui était autrefois un refuge est devenu un pari dangereux. À ce moment précis, j'ai compris que nous entrions dans une nouvelle phase, une phase où les piliers de stabilité sont devenus les vecteurs d'instabilité. C'est un peu comme dans une maison. Vous pensez que vos fondations sont solides, alors vous construisez étage après étage. Et puis un jour, vous sentez un léger tremblement sous vos pieds. Pas grand-chose, juste une vibration. Vous l'ignorez. Mais en réalité, c'est le béton sous vos fondations qui se désagrège. Et ce qui suit, ce n'est pas un simple accident, c'est l'effondrement. La mécanique de cette chute est connue des analystes les plus lucides. Quand les obligations perdent de la valeur, les banques qui les utilisent comme garantie doivent compenser. Cela s'appelle un appel de marge. Si elles ne peuvent pas fournir les liquidités nécessaires, elles sont contraintes de vendre leurs actifs. Et ce phénomène entraîne une vente en cascade. Ce n'est pas une hypothèse. C'est exactement ce qui a provoqué la faillite de plusieurs banques régionales aux États-Unis l'an dernier. Et chaque fois que cela arrive, une onde de choc traverse l'Atlantique. En France, nos banques sont fortement exposées aux obligations souveraines, pas seulement américaines, mais aussi italiennes, espagnoles, allemandes. Le système est interconnecté. Si une pierre tombe à New York, le mur peut s'effondrer à Paris. Ce n'est pas de la panique, c'est de la physique financière. Mais le vrai problème, c'est que le public n'en sait rien. Les journaux parlent de chiffres, d'indicateurs, de croissance. Mais ils oublient de vous dire que les bilans de certaines banques sont plombés par des pertes latentes colossales. Qu'un simple mouvement de taux peut transformer une institution stable en géant au pied d'argile. Et ce silence, cette ignorance volontaire, rend la situation encore plus dangereuse. Parce que quand le choc viendra, il sera brutal. Personne ne l'aura vu venir. Du moins, c'est ce que diront les analystes à la télévision. Mais la vérité, c'est que les signes étaient là, sous nos yeux. Il suffisait de les lire. Je repense souvent à ce que m'a dit un ancien professeur d'économie à Strasbourg. Les marchés ne tombent jamais sans raison. Ils tombent quand la dernière illusion disparaît.
Et aujourd'hui, cette illusion, c'est que les obligations américaines sont sûres, que le dollar est intouchable, que les États-Unis trouveront toujours un moyen. Mais cette fois, le monde doute. Et ce doute, diffus, insidieux, s'insinue dans les marchés. Il pousse les investisseurs à se protéger, à vendre ce qui était autrefois l'actif le plus liquide au monde. Et cela change tout. Ce que je veux vous transmettre, ce n'est pas de la peur, c'est une alerte. Le système que vous croyez stable, que vous croyez immortel, est en train de changer sous vos pieds. Et si vous attendez que les banques ferment ou que les marchés plongent pour réagir, il sera trop tard. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi, malgré cette apparente fragilité, les États-Unis ne cherchent pas à éviter la crise, mais à l'utiliser. Préparez-vous à découvrir une stratégie qui, si elle vous choque, pourrait aussi vous ouvrir les yeux sur ce que signifie vraiment gagner pendant que tout s'effondre. Je me suis souvent demandé ce que je ferais si j'étais à la tête d'un empire financier en ruine. Si j'étais assis à la Maison-Blanche, avec des conseillers affolés, une dette de 6500 milliards de dollars à rembourser, une économie vacillante et le monde qui commence à détourner le regard. Est-ce que je chercherais à sauver ce qui peut l'être, à rafistoler le système, ou est-ce que je choisirais d'appuyer sur le bouton? Celui qui détruit tout pour tout recommencer. Parce que, voyez-vous, plus j'observe les décisions stratégiques prises par les États-Unis ces dernières années, plus je suis convaincu d'une chose. Ils ne fuient pas la crise, ils la provoquent, volontairement, comme s'ils savaient qu'une explosion contrôlée vaut mieux qu'un effondrement incontrôlé. Ce que je vais vous décrire maintenant, c'est une mécanique froide, brutale et terriblement efficace. Une stratégie en 4 temps, pensée pour transformer une faillite programmée en une résurrection spectaculaire. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne verrez plus jamais les crises économiques du même œil. Le premier mouvement de cette stratégie est aussi simple que cynique. Laissez le dollar chuter. Car lorsque votre dette est libellée dans votre propre monnaie, faire perdre de la valeur à cette monnaie revient à diminuer artificiellement ce que vous devez. C'est comme si vous empruntiez 1000 € à un ami et qu'au moment de le rembourser, votre billet de 1000 ne valait plus que 700 en pouvoir d'achat réel. Vous remboursez bien sûr, mais vous remboursez moins. Cette dévaluation, en apparence involontaire, est en réalité un outil de guerre économique. Le deuxième temps, c'est le repositionnement vers l'or. Peu de gens le savent, mais les États-Unis détiennent aujourd'hui plus de 8000 tonnes d'or, la plus grande réserve au monde. À cela s'ajoute l'or déposé par d'autres pays, comme l'Allemagne, dans les coffres de la Réserve fédérale. Ce stock massif leur donne une longueur d'avance. Car quand le dollar baisse, l'or monte. Et lorsque l'or grimpe en flèche, sa valeur compense la perte liée à la monnaie. En d'autres termes, ils sacrifient un pion, le dollar, pour renforcer leur tour, l'or. Une couverture stratégique, presque élégante. Mais le troisième temps est le plus cruel. Provoquer un effondrement mondial. Pas seulement une récession, mais un effondrement systémique. Cela peut passer par une guerre commerciale, une crise bancaire, un durcissement monétaire brutal, peu importe le levier. L'objectif est le même, créer un vide, un chaos suffisamment profond pour que les capitaux du monde entier cherchent refuge. Et ce refuge, malgré tout, reste les États-Unis. Non pas parce qu'ils sont stables, mais parce qu'ils contrôlent toujours les règles du jeu. Dans la panique, les investisseurs vendent ce qu'ils ont, actions européennes, obligations chinoises, immobilier australien, et achètent des actifs américains devenus soudain très bon marché. Ce mouvement massif de capitaux, cette fuite vers la sécurité, même illusoire, permet aux États-Unis de racheter à bas prix ce qu'ils avaient perdu en crédibilité. C'est un peu comme si, après avoir mis le feu à leur propre maison, ils attendaient que tout le quartier brûle, puis revenaient avec des pompiers, des extincteurs, et un chéquier pour racheter les ruines. Enfin, le quatrième temps de cette partition millimétrée, c'est la reconstruction. Une fois la crise installée, la Réserve fédérale américaine entre en scène. Elle annonce un programme de relance massif, baisse des taux d'intérêt, planche à billets tournant à plein régime,
Achat massif d'actifs financiers. Tout est fait pour relancer artificiellement les marchés. Et cela fonctionne. L'économie redémarre, les indices explosent, Wall Street redevient le centre du monde. Ce cycle, je l'ai vu se reproduire en 2008, je l'ai revu en 2020, et tout porte à croire qu'il est sur le point de recommencer. Mais cette fois avec une précision, une audace et une brutalité qui dépassent tout ce que nous avons connu. Quand je parle de cette stratégie à mes amis investisseurs, certains me prennent pour un pessimiste. Mais il ne s'agit pas de pessimisme, il s'agit de lucidité, de lecture stratégique. Parce que dans cette partie d'échec économique, les coups ne sont jamais improvisés. Chaque chute est une opportunité, chaque effondrement un levier de pouvoir. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré tout cela, la plupart des gens continueront à croire que c'est la crise du hasard, que personne ne pouvait prévoir, que le système s'est emballé. Mais la vérité, c'est qu'un système aussi puissant ne s'emballe jamais tout seul. Il est dirigé, guidé, par ceux qui comprennent que parfois, pour reconstruire un empire, il faut d'abord le laisser tomber. Alors la question n'est plus « est-ce que cette crise va arriver ?» Elle est déjà là. La seule vraie question est « serez-vous parmi ceux qui la subiront ou parmi ceux qui sauront la traverser ?» Je me souviens très bien du visage de mon père, assis devant son poste de télévision, le regard figé, les mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil. C'était en septembre 2008. La crise des subprimes avait éclaté comme une bombe silencieuse. Il venait de perdre une part considérable de son portefeuille boursier. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était une perte de repère. Il m'a regardé, les yeux pleins de fatigue, et m'a dit « Je croyais avoir tout bien fait. J'ai suivi les conseils, j'ai diversifié, j'ai écouté les experts. Et pourtant, tout est parti. » Cette phrase m'a marqué à vie. Depuis ce jour, j'ai compris que dans l'univers économique, ceux qui survivent, et encore plus ceux qui prospèrent, ne sont pas ceux qui suivent les consignes générales. Ce sont ceux qui apprennent à lire entre les lignes, ceux qui acceptent de voir ce que les autres refusent d'admettre. Ceux qui comprennent que dans chaque effondrement, il y a une redistribution, et que dans chaque redistribution, il y a une opportunité, mais seulement pour les préparer. Si je vous ai raconté tout cela jusqu'à présent, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous préparer. Car ce que nous vivons actuellement ressemble dangereusement aux prémices de ces grandes bascules historiques. Le monde est en mutation. Les anciennes certitudes s'effritent. Et ceux qui persistent à s'accrocher à leurs schémas mentaux risquent d'être broyés par la machine. L'erreur que j'ai vue se répéter, encore et encore, c'est celle de croire que le marché se reprend toujours. Que si on garde longtemps, ça finira par remonter. Mais cette maxime ne tient plus quand le jeu lui-même est truqué, quand les règles changent au milieu de la partie. Ce n'est pas une baisse ordinaire que nous vivons, c'est une transition de cycle. Et dans ces moments-là, l'attentisme n'est pas une stratégie, c'est une soumission. Il faut apprendre à identifier les signaux faibles, à voir quand un marché n'est plus simplement volatile, mais structurellement affaibli, à reconnaître les comportements anormaux des grands acteurs, les ventes massives, les retraits discrets, les rotations de portefeuille à contre-courant. Ce sont ces indices, souvent invisibles au grand public, qui précèdent les grands tournants. Et si vous savez les lire, vous pouvez vous positionner avant que la foule ne panique. Je ne dis pas qu'il faut tout vendre et partir vivre dans une grotte. Je dis qu'il faut se repositionner. Convertir une partie de ses actifs en valeur refuge, or, franc suisse, yen japonais. Réduire son exposition aux obligations à long terme. Se tenir prêt à racheter à prix bradé ce que d'autres céderont dans la peur. Car oui, une crise va détruire de la valeur, mais elle va aussi créer des asymétries. Et les asymétries, ce sont les graines de fortune pour ceux qui savent les exploiter. Regardez Warren Buffett. Pendant la crise de 2008, alors que tout le monde fuyait les marchés, il a investi des milliards dans des entreprises en détresse. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait deux choses. 1. Que la peur collective crée des erreurs de prix. 2. Que le gouvernement américain finirait toujours par soutenir le système. Il avait raison, et il est ressorti plus fort que jamais. Vous et moi ne sommes pas Warren Buffett, mais nous avons quelque chose de plus précieux, le temps de réfléchir.
la possibilité d'apprendre, d'ajuster, de nous préparer. Nous ne sommes pas obligés de suivre le troupeau. Nous pouvons faire nos propres choix. Nous pouvons être les architectes de notre protection, voire de notre ascension. Ce que je vous propose, c'est de ne pas subir l'histoire, de la lire avant qu'elle ne s'écrive. Car bientôt viendra un moment où les marchés s'effondreront, où les médias paniqueront, où vos voisins vendront à perte ce qu'ils ont mis des années à construire. Et ce jour-là, si vous êtes prêts, vous ne tremblerez pas. Vous agirez. Vous utiliserez la peur des autres pour acheter l'avenir. Vous transformerez l'effondrement en levier. Vous construirez quand tout le monde démolit. Ce n'est pas un fantasme, c'est une mécanique. Elle a toujours existé. Elle existera encore. La seule variable, c'est serez-vous acteur ou victime. Alors, avant de conclure, je vous invite à faire une pause. Regardez votre portefeuille, vos décisions passées, votre niveau de préparation, et posez-vous une seule question honnête. Si demain tout basculait, est-ce que je serais parmi ceux qui savent quoi faire? Ou parmi ceux qui regardent les écrans avec stupeur, sans comprendre ce qui se passe? Je vous laisse avec cette question, et je vous invite à revenir pour la suite, car le jeu ne fait que commencer. Et ceux qui l'ont compris savent que les prochaines semaines pourraient bien redéfinir leur destin économique pour des années. Tout au long de cette réflexion, nous avons traversé les couches les plus profondes de l'économie mondiale actuelle, exploré les mécaniques invisibles qui régissent nos marchés, nos devises, notre patrimoine. Ce que nous voyons à la surface, les cours de la bourse, les chiffres de croissance, les communiqués rassurants, ne sont souvent que des écrans de fumée dissimulant des tensions bien plus graves. La dette américaine, la perte de confiance dans les obligations, la dépréciation contrôlée du dollar, l'or comme réserve de pouvoir. Tout cela n'est pas une suite de faits isolés, c'est un plan cohérent. Une dynamique historique qui se répète encore et encore, où seuls ceux qui savent observer le dessous des cartes parviennent à s'adapter, parfois même à prospérer. Je ne vous invite pas à avoir peur. Je vous invite à devenir stratège, parce que la peur est paralysante, alors que la lucidité est libératrice. Il est temps d'arrêter de croire que l'économie est un domaine réservé aux experts. Il est temps d'assumer que nous avons tous un rôle à jouer dans la gestion de notre patrimoine, dans la compréhension du monde où nous évoluons. Si vous avez de l'épargne, si vous avez une entreprise, si vous prévoyez de prendre votre retraite dans 10, 15 ou 20 ans, alors tout ce qui a été dit vous concerne directement. La leçon essentielle ici est simple, mais profonde. Ne soyez pas spectateur de votre propre avenir financier. Soyez en acteur. Informez-vous. Posez des questions. Remettez en cause les discours dominants. Et surtout, préparez-vous non pas à une crise, mais à un monde qui change de structure, où les règles d'hier ne seront plus celles de demain. Dans la pratique, cela signifie diversifier intelligemment vos avoirs. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout pas dans celui d'un système surendetté et en déclin. Apprenez à reconnaître les cycles économiques, à sentir les points de rupture. Développez votre capacité à garder votre sang-froid quand les autres paniquent. Et, si vous en avez les moyens, entourez-vous de personnes compétentes, mais indépendantes, capables de vous dire la vérité, même quand elle dérange. Et maintenant, j'aimerais faire appel à votre participation. Voici une question simple, mais révélatrice. Selon vous, quel est aujourd'hui le meilleur actif pour se protéger en cas de crise mondiale? A. L'or. B. L'immobilier. Je vous invite chaleureusement à commenter votre réponse ci-dessous. Chaque avis compte et ensemble, nous pouvons créer un espace d'échange utile et enrichissant pour tous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et si vous en avez la possibilité, à faire un petit don pour soutenir la production de contenu indépendant, profond et sincère comme celui-ci. Chaque geste compte et me permet de continuer ce travail avec sérieux et engagement. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle exploration stratégique.